Vous avez choisi Chérifla TV pour vous informer, vous avez parfaitement raison, merci de votre constante fidélité. Voici les titres de votre journal d'aujourd'hui. Le guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, est depuis le jeudi 16 février dans la deuxième grande ville du Burkina Faso, Bobo Dioulasso, pour une visite de courtoisie à la demande de la section locale de la FADI. Le programme qui s'annonce très riche a bien commencé ce vendredi 17 février pour le guide et sa délégation. Prise de contact avec les personnalités coutumières et religieuses sur place. Après les efforts déployés en faveur du sommet Afrique-France, les autorités communales du district de Bamako entendent maintenir le cap d'une ville coquette et assainie. La mairie centrale a procédé ce samedi matin à la remise de kits d'assainissement pour des journées de salubrité qui s'étendent du 17 au 19 février à travers la capitale. Et nous sommes le samedi 18 février 2017. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Chérifla TV, votre chaîne de proximité. Nous vous parlions dans nos éditions précédentes de la visite du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara, au Burkina Faso. Arrivé jeudi après-midi à Bobo Dioulasso sous un accueil mémorable. Le guide, accompagné d'une forte délégation, a pu visiter dans la matinée du vendredi une mosquée en construction financée par les Ansars burkinabés. S'en est suivi la grande prière collective à la mosquée de Diaradougou Djenepola. L'après-midi a été bien chargé par une série de visites aux personnalités coutumières et religieuses de Bobo Dioulasso. Comme vous pouvez l'apercevoir sur ces images, la mosquée justement en chantier, et c'est une œuvre des Ansars de Bobo Dioulasso. Vous voyez, voilà la mosquée en construction. Et nous vous promettons de revenir de long en large sur cette visite historique du guide spirituel des Ansars, Seyd Cherif Ousmane Madane Aïdara. Sur un tout autre plan, le SILSEM est le syndicat libre du secteur de l'énergie du Mali qui célèbre son deuxième anniversaire ce samedi 18 février 2017. C'est à travers une conférence de presse qu'il a bien voulu organiser à la Bourse du Travail ce matin en vue d'échanger et d'informer les hommes de médias des avancées notoires obtenues par cette troisième grande formation au sein de la société anonyme EDM. Marietou Diallo et Seydou Niaria étaient présents pour Chérifla Actualité. 2 ans après sa création, le syndicat libre du secteur de l'énergie au Mali s'octroie un bilan positif. Créé pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et l'instauration d'un climat social apaisé, ce syndicat est la 3e formation au sein de l'EDM-SA. Il s'agira au cours de ce 2e anniversaire d'informer les hommes des médias sur les activités réalisées et les perspectives. Bon, cette conférence de presse s'organise à l'occasion du 2e anniversaire de la création de notre mouvement. Donc c'est le lieu, n'est-ce pas, de pouvoir essayer de faire le bilan de l'action entreprise depuis la création. Donc il s'agit d'aller vers l'amélioration du mouvement par rapport, n'est-ce pas, à des points de vue extérieurs. Quand on est dans un système, tout n'est pas parfait. Parfois, il peut y avoir, n'est-ce pas, des dérapages, il peut y avoir des petits incidents. Donc c'est le lieu, n'est-ce pas, de pouvoir rencontrer le monde de la presse, le monde extérieur, pour pouvoir essayer de se rendre compte, n'est-ce pas, de l'évolution du parcours. Donc c'est ce qui nous ont poussé à aller, n'est-ce pas, vers l'organisation, n'est-ce pas, de la dite conférence de presse. Beaucoup d'actions. J'allais dire que présentement nous n'avons même pas commencé encore le travail, dû à des tiraillements à l'interne. C'est vraiment regrettable. Et il faut le dire, ce mouvement, nous l'avons dit dès le départ que ce n'est pas destiné contre quelqu'un, ce n'est orienté contre qui que ce soit, mais il s'agit, n'est-ce pas, de poser, de faire sa partition pour ce qui concerne, n'est-ce pas, la construction au sein d'une entreprise. Il s'agit d'aller vers la sauvegarde, n'est-ce pas, d'un patrimoine qui nous a tout donné. Donc, on est en droit de chercher, n'est-ce pas, à le préserver. Donc, il s'agit de chercher à améliorer les conditions de vie, de travail des autres compatriotes, des autres camarades. Donc, à peu près, c'est ce qui nous a poussé à aller vers, n'est-ce pas, ce mouvement.
Augmentation des salaires, adhésion des travailleurs à l'assurance maladie obligatoire, le recrutement des bénévoles et stagiaires sont entre autres les acquis du SULSEM. Le Carrefour des jeunes de Bamako vient de recevoir un important don de la part de l'honorable Karim Keïta. Il s'agit d'un forage équipé pour faciliter l'accès d'eau potable aux riverains. Une œuvre citoyenne qui a su mobiliser le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne pour présider la cérémonie de réception du forage. Et c'était ce samedi matin dans l'enceinte du Carrefour des jeunes. Amadou Kamara et Samba Traoré pour le compte rendu. Cette cérémonie de réception de forage équipé, gracieusement offerte par l'honorable Karim Keïta, est réalisée pour les populations riveraines en général et des jeunes en particulier. Cette donation s'inscrit parfaitement dans son programme communautaire. Le forage équipé, objet de la présente cérémonie, vient compléter cette gamme d'infrastructures qui en avait tant besoin, tant les anciennes addictions d'eau largement dépassées ne répondaient plus aux besoins en eau des nouveaux bâtiments. Le forage répond donc promptement à un besoin hautement exprimé. Il permet d'améliorer les conditions de travail des cadres, des usagers et d'améliorer leur rendement. Je vous promets, Monsieur le ministre, qu'un bon usage en sera fait en l'entretenant et en le protégeant. Cette réalisation va résoudre les problèmes d'eau du personnel de la direction du Carrefour des jeunes grâce à ce don de l'honorable Karim Keïta. Il a bien voulu gracieusement mettre à la disposition du Carrefour des jeunes un forage grand diamètre qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'eau potable à tout moment. Donc c'est pour le remercier pour cet acte, pour le remercier d'avoir bien voulu penser au Carrefour des jeunes, d'avoir bien voulu penser à la jeunesse malienne. L'eau est source de vie. Celui qui vous donne de l'eau vous permet de vivre décemment. Donc j'exprime ici nos profondes et sincères gratitudes à l'égard de l'honorable député Karim Keïta. En tant que ministre également, très heureux de voir que le Carrefour des jeunes n'aura plus ce problème d'eau. Donc j'invite également d'autres à faire comme Karim, puisque c'est ensemble qu'on peut contribuer au développement de ce pays, chacun à ce qui le contraigne. Cet acte il a fait par patriotisme, cet acte il a fait pour l'amour qu'il a pour le pays et pour la jeunesse malienne. Nous lui remercions et nous lui rassurons également qu'on en fera bon usage. Le forage est entre de bonnes mains et que ce forage sera suivi avec beaucoup de rigueur afin que cette donation puisse être reçue. Précisons que cet acte généreux a été réalisé suite à la demande des jeunes et à l'implication personnelle du ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne pour soulager les peines des populations et des jeunes dans le cadre du ravitaillement adéquat en eau potable. Quand les hommes font du bien, Dieu me dit, parlons-en pour permettre à d'autres de le faire. Je sais quand même que c'est un investissement Maous. Surtout le forage a été aussi réalisé par un jeune opérateur, M. Sibi, l'entreprise Sahel Construction. Je voudrais ici également féliciter cette entreprise pour la qualité du travail. L'essentiel n'est pas ce qu'on donne. On dit que la manière de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Donc ce forage a été donné avec le cœur, ce courage a été donné avec amour, ce courage a été donné pour permettre à la jeunesse malienne d'avoir un espace convivial. Comme recommandation, le ministre ainsi que les donateurs ont tous exhorté les jeunes et la population à faire bon usage de ce forage d'une valeur inestimable aux yeux des heureux bénéficiaires. Entre le Carrefour des jeunes et l'hôtel de ville, il n'y a qu'un seul pas à franchir et je vous l'annonçais en début d'édition. La mairie du district de Bamako, dans sa politique générale de gestion pour un environnement sain, a procédé ce vendredi après-midi au lancement d'un programme de 3 jours. Appuyé par ses partenaires techniques et financiers, cette initiative de la mairie vise surtout à engager des journées de salubrité dans les différentes communes de la capitale. Issouf Koulibaly et Sédou Niaré pour plus de détails. Après avoir gagné le pari de l'assainissement avant et pendant le sommet Afrique-France tenu les 13 et 14 janvier dernier dans notre capitale, la mairie du district de Bamako et ses partenaires comptent maintenir cette dynamique. C'est dans cette optique qu'elle a initié des journées de salubrité dont le but est d'instaurer la propriété dans la capitale malienne. Et cela
en collaboration avec la société civile en complément des actions des services de la collectivité. D'où l'objectif de cette cérémonie qui a permis aux responsables communaux de procéder à la remise symbolique des kits d'assainissement. Perçu comme un levier de développement, cet exemple particulier de mobilisation sociale pour l'assainissement lors de ce sommet, initié par les SONOSAF, sonne alors comme une opportunité pour les élus et pour les habitants de Bamako. Tout se passe comme s'il nous disait il est désormais possible de voir Bamako la coquette comme nous l'avons rêvé. Parce qu'il faut rêver effectivement pour réaliser des grandes œuvres. Nous avons voulu y croire et alors le district a décidé de mettre en place un système d'assainissement basé sur cette mobilisation sociale durant les mois et les jours à venir de 2017. Alors, il mobilisera dans les 72 heures près de 7500 personnes pour nettoyer les grandes artères des espaces publics, les mosquées, les bâtiments administratifs. L'objectif étant de créer une large synergie d'action pérenne face à la propriété par la création d'un comité de pilotage. Cependant, la problématique d'acheminement des déchets vers un dépôt final reste l'une des préoccupations des élus communaux. Cela fait 10 ans, je pèse les mots, cela fait 10 ans que le district court derrière une décharge. Bamako, c'est difficile de rendre propre une ville qui n'a pas une seule décharge finale. Les dépôts de transition à tous les niveaux, avec la société Ozone, à qui l'État nous a conseillé de signer une convention de services délégués, qui fait des efforts, où est-ce que les déchets doivent être évacués? Il est bien d'aller nettoyer au niveau du CFP. Il est bien d'aller nettoyer au niveau de Dar Salam. Il est bien d'aller nettoyer au niveau de l'Afiabou. Mais pour aller évacuer où? Si aujourd'hui, on va déposer 72 heures après, la population riposte, et après, il y a des problèmes de conception. Madame le chef de cabinet, dit à Aïda que nous n'oublierons jamais ses efforts. Elle aurait tenté qu'elle réussisse, c'est tant mieux. S'il y a des difficultés, des insuffisances, ensemble nous trouverons la solution. Pour la représentante du ministre de l'Assainissement et du Développement durable, le succès de ces journées passe par l'adhésion et l'implication de tous. Mesdames et messieurs, le succès de ces journées de salubrité passe par l'adhésion et l'implication de nous tous. Institutions de la République, élèves et étudiants, élus, députés, conseillers communaux, conseillers nationaux, maires, etc. Société civile et communicateurs, secteur privé, industriel, commerçants, artisans, leaders religieux et communautaires, partenaires techniques et financiers. Malgré les nombreux défis auxquels vous serez confrontés dans la conduite de cette journée, je demeure convaincu qu'aucun sacrifice n'est de trop quand il s'agit de la qualité du cadre de vie de nos populations. En déclarant les journées de salubrité lancées, je vous remercie de votre aimable attention. Ainsi, la politique d'assainissement Bamako Horizon 2030 est lancée avec comme slogan Bamako ville propre, je m'engage. Voilà ce qui nous amène tout droit à la page inter d'aujourd'hui. L'ONUCI, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, a jusqu'en fin juin 2017 pour quitter définitivement le pays. Un retrait ayant déjà commencé avec le départ d'un contingent mercredi soir. Par ailleurs, au Congo, beaucoup d'interrogations sur la disparition brutale du colonel Marcel Tsérou en détention. Le royaume chérifien, Maroc, reste encore le pays tampon pour les migrants vers l'Europe. 500 personnes viennent de franchir les frontières de l'Espagne à la quête d'un asile politique. Et enfin, nous terminerons par le Soudan du Sud où l'UNICEF tente de regrouper les familles disloquées suite au conflit qui secoue encore le pays. Et c'est Oumar Kouyaté qui nous signe le commentaire d'aujourd'hui.
Il n'y a plus de casques bleus sur le sol ivoirien. Les derniers contingents ont quitté le pays cette semaine, dans la nuit de mercredi à jeudi, après 14 ans de présence. L'opération des Nations Unies quittera définitivement le 30 juin. Créée en 2003 au lendemain des accords de l'UNA Marcoussi entre Laurent Gbagbo et la rébellion des forces nouvelles. L'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire est arrivée dans un pays coupé en deux. Selon les Nations Unies, le départ des casques bleus marque le retour à la stabilité et à la paix du pays, notamment après le bon déroulement de l'élection présidentielle de 2015. 500 migrants ont réussi à franchir les barrières grillagées de 6 mètres de haut entre le Maroc et l'Espagne. Cette entrée massive intervient alors qu'un différend oppose le Maroc à l'Union européenne sur l'interprétation d'un accord de libre-échange des produits agricoles et de la pêche. Fin 2016, la Cour de justice a décidé que le Sahara occidental revendiqué par Rabat n'était pas concerné par cet accord. Le Maroc avait alors menacé de ne plus contrôler les flux migratoires de l'enclave de la Ceuta qui constitue avec celle de Melilla la seule frontière terrestre entre le continent africain et l'Europe. Au Congo, le colonel Marcel Sourou, ancien secrétaire général du Conseil national de sécurité, est mort vendredi à l'hôpital militaire de Brazzaville. L'information a été confirmée par l'un de ses avocats, maître Yvon Eric Ibunga. Le colonel Marcel Sourou avait été condamné après jugement en 2013 et 2014 aux travaux forcés à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour rappel, le colonel est tombé en disgrâce après les explosions du dépôt d'armes de Mpiela, un quartier nord de Brazzaville. L'UNICEF vient de mettre en place un programme visant à permettre à près de 15 000 enfants abandonnés dans des camps sans parents ni tuteurs de retrouver leurs proches au Soudan du Sud. Des centaines de milliers de gamins sont abusément exploités par des groupes armés qui coupent ainsi les liens entre eux et leurs familles. Mais l'institution dit être confrontée à des difficultés d'ordre financier. L'année dernière, par exemple, le travail de rassemblement des familles n'a pu être effectué qu'à 50% pour ces mêmes raisons. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus d'1 million de personnes ont quitté le pays depuis le début de la guerre civile en décembre 2013 et près de 2 millions se sont déplacés à l'intérieur du pays. Et pour boucler cette édition d'information, une des salles de conférence du stade Omnisport Modibo Keïta pour un événement non sportif a abrité ce samedi matin une assemblée générale du collectif des importateurs de poulets et de poissons de mer. Frappés par une mesure interdisant l'importation de leurs produits alimentaires, les commerçants de la filière peinent à exercer leurs activités. Ils font donc recours aux médias pour se faire entendre. Quelques élus de la nation apportent leur soutien à cette lutte. Ousmane, c'est un reportage signé Ousmane Sogolé Mohamed Sidibé avec la voix de Tata Touré. Selon le collectif, depuis quelque temps, le gouvernement a pris certaines mesures restrictives contre l'importation de poulets sous prétexte que ces poulets sont impropres à la consommation humaine. C'est l'arrêté numéro 1651 qui interdit cette importation au Mali. Le collectif demande aux autorités à travers cette assemblée la réglementation de cette activité pour le bonheur des consommateurs et au bénéfice de l'économie. La levée des différents arrêtés qui sont là pour notre importation. Dans la mesure où nous, on n'arrive pas à comprendre jusqu'à présent pourquoi il y a encore ces arrêtés qui sont là depuis 2008 jusqu'à maintenant et on n'arrive pas à les amender. Oui, parce que là, nous avons tapé à beaucoup de portes depuis 3 ans comme ça pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. Et chaque fois, nous nous retrouvons dans le mur et on n'arrive pas à avancer. Et finalement, on a essayé de voir au niveau des politiques pour qu'ils puissent nous aider afin de trouver une solution à ça. Plusieurs personnalités ont pris part à cette assemblée, notamment les députés de l'Assemblée nationale du parti Sadi, pour apporter tout leur soutien au collectif. J'ai été invité par le collectif pour assister à une situation à laquelle ils sont victimes, c'est-à-dire un certain nombre d'arrêtés qui sont sortis pour interdire l'importation des poulets de chair en République du Mali.
Je suis venu les écouter, je me suis rendu compte qu'en réalité, les arrêtés qui sont sortis, ces arrêtés ne cadrent pas avec la répression dont ils sont victimes aujourd'hui. Oui, moi je suis pour la protection de la production nationale. Mais il se trouve que dans un premier temps, la production nationale, elle ne couvre pas les besoins du pays. Dans un deuxième temps, cette production nationale, l'État ne fait absolument rien pour que la production nationale soit capable de donner plus que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas d'encadrement des éleveurs de poules, il n'y a pas d'assistance médicale en tant que telle pour ces poules-là. Et ensuite, on se rend compte que c'est une filière qui est développée, qui exclut une grande partie de la population. Des jeunes qui se battent pour avoir de l'emploi sont complètement coincés par un certain nombre un groupuscule de producteurs de poulets qui veulent simplement écarter ces gens du marché. Nous allons écrire au demeurant, mais nous allons d'abord rencontrer le ministre, échanger avec lui pour qu'il desserre le taux et que ces gens puissent faire leur commerce de la manière la plus légale, de la manière la plus réglementaire qui soit en République du Mali. Au terme de cette assemblée générale, tout porte à croire que les autorités doivent revoir leur législation à la matière, puisque l'arrêté numéro 1652 favorisant l'élevage national des poulets ne suffit pas à elle seule de faire face à la demande des populations. Voilà, donc cette édition d'information touche quasiment à sa fin, mais je ne saurais vous quitter sans pour autant vous inviter à suivre le bulletin d'information en langue nationale, la Bamanakan, 21h, une présentation de Kafouné Batili. Excellent week-end à toutes et à tous et à très bientôt.